parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Bienvenue à tous, si vous nous rejoignez, nous sommes vendredi 2 avril 2021. Le plaisir de vous retrouver très nombreux, nous le savons, devant vos petits écrans, bien entendu d'autres à la radio. Vous nous écoutez un peu partout dans le monde, merci de votre fidélité. Nous décryptons l'actualité du lundi au vendredi, c'est le dernier jour de la semaine. Nous vous aidons à mieux comprendre justement cette actualité. Alors que l'opinion s'attendait à un communiqué de fin d'épidémie, voilà qu'un nouveau cas d'Ebola est signalé à Souluta, c'est à une dizaine de kilomètres de Gouéké, dans la préfecture de Zérékoré. Le patient, selon nos sources, est déjà pris en charge au CTP de la ville. Quelles sont les dispositions prises par les équipes de surveillance épidémiologique? Comment mettre un terme à la propagation du virus Ebola en Guinée? Si tout va bien, nous allons essayer de joindre dans un instant Dr Sakoba Keita. Il est le directeur national de l'Agence de sécurité sanitaire. La pêche artisanale est une activité génératrice de revenus pour de nombreux citoyens en République de Guinée. Des citoyens qui rencontrent quelquefois d'énormes difficultés. Les problèmes peuvent être d'ordre matériel ou financier. Sans oublier les accidents qui peuvent survenir en haute mer, qui peuvent entraîner quelquefois des pertes en vies humaines. Les femmes marieuses y trouvent également leur compte. Comment s'organise cette corporation des armateurs aux pêcheurs, en passant par les fumeuses jusqu'à la vendeuse de poissons au marché? Donc nous allons essayer de comprendre avec Lansana Camara. Il est armateur au port artisanal de Bonfi. Il sera notre invité dans la deuxième partie. Il répondra aux questions des grandes gueules. D'autres sujets bien évidemment viendront meubler cette émission. Vous le savez, l'émission interactive. Vous pouvez interagir au sujet en nous envoyant des SMS au 657 39 13 13. Si vous êtes à l'international, il vous suffira juste d'ajouter l'indicatif 00224. Vous pouvez également nous écrire sur Twitter au hashtag espace GG. Et si tout va bien, nous nous ferons le plaisir de relayer tous vos messages dans la deuxième partie de l'émission. Encore une fois, merci de nous rejoindre chez les grandes gueules. Avec vous, Caps, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Bonjour Madame Yero et bonjour à tous. Bien, Diba Milimono, bonjour. Bonjour Madame Yero, bonjour à tous. Mafoudia Bangoura. Bonjour Yero, bonjour à tous. Ce matin. On est vendredi. Oui. La couleur te va très bien. Merci bien. Bonjour Alphonse, salut. Bonjour Djadia. Mafoudia, t'es bien assise? Très bien, c'est bon maintenant. T'as trouvé ouais, j'ai trouvé la bonne position. Ça fait plus de 5 minutes qu'elle essaie de battre son fauteuil pour trouver, je sais pas, la bonne position. Mafoudia. Non, c'est super. Là, ce matin, t'es radieuse. Il y a qui doit nous suivre à la télé? Dieu. Non, mais il y a mon beau qui arrive. Voilà la bonne nouvelle. On prie pour qu'il arrive. Eh ben, il arrive. Oui. Attention. Alors, on va partir donc avec l'actualité. C'est vrai qu'on essaie d'avoir une bonne humeur pour ne pas stresser tout le temps. Mais quand même, on a cette mauvaise nouvelle. On a un nouveau cas d'Ebola, alors quand même qu'il y avait cet espoir suscité par ce décompte qui était déjà parti. On nous apprend 42 jours d'observation. Justement, il y a un nouveau cas qui a été détecté du côté de Zérékoré. Il y a un nouveau cas qui a été détecté du côté de Zérékoré dans une localité appelée Souluta, non loin de Gouéké. Vous savez, c'est à Gouéké qu'il y a eu un premier cas pour cette résurgence. Donc, c'est donc dans cette localité de Souluta, non loin de Gouéké, qu'il y a eu un nouveau cas. Il s'agirait d'un étudiant en santé dans la localité qui aurait contracté la maladie. Il est aujourd'hui hospitalisé au CTP de la localité. Alors effectivement, tu le rappelais parce que c'est très important, je crois que c'est le 4 mars dernier que le dernier cas guéri d'Ebola a été libéré. Donc du coup, ça permettait à la Guinée de commencer le décompte de 42 jours qui allait permettre, à l'issue duquel on allait officiellement annoncer la fin de cette résurgence. Mais malheureusement, à quelques jours, disons, on a ce nouveau cas qui refait surface. Qu'est-ce qui expliquerait cela? On ne sait, on n'a pas beaucoup d'informations pour le moment, mais comme on aura tout à l'heure notre invité qui aura à nous dire, qui aura à nous donner d'amples informations sur comment
comment s'est opérée cette contamination au niveau de Souluta? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il faut le noter, il y a l'encerclage, je crois que c'est l'expression, le cerclage qui avait commencé. Donc, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui a concouru à cette contamination? C'était quoi le rayon de cerclage? On comprendra tout ceci avec notre invité si on parvient à l'avoir, parce qu'effectivement pour le moment il y a peu d'informations sur ce nouveau cas détecté d'Ebola. C'est ce qui inquiète, c'est quand même depuis le 3 mars, du 3 mars à maintenant, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en vienne à cet autre cas? Quels peuvent être les contacts? C'est les questions qu'il faut se poser. C'est surtout la grosse question. Si Mafoudia le disait, on parle du cerclage. Moi, la question, quand j'ai appris, je me suis interrogé sur c'était quoi le rayon défini pour ce cerclage? Docteur Sakoba, qu'on essaie de joindre, je pense qu'on devait l'avoir avant qu'il ne commence sa réunion, mais on m'apprend que malheureusement il a commencé sa réunion. Ce serait quand même important de donner des informations sur les dispositions. Peut-être un autre cadre du départ de l'agence, justement, qui pourrait donner des informations sur les dispositions prises du côté de Zérekoré, comment, quel message à l'endroit des populations, quelles sont les précautions à prendre de ce côté? Comme je le disais tout à l'heure, moi, je me pose la question, jusqu'où était étendu ce cerclage-là? C'était quoi le rayon? Parce que Souluta, c'est l'un des villages les plus proches de Goéké. Donc, s'il y a un cas qui est aujourd'hui à Souluta, la question que je me pose, c'est que le cerclage a failli de quelque part. Donc, soit le cas est venu d'ailleurs pour rentrer dans Souluta, ou soit le cerclage n'a pas marché. Et je prie que ce soit vraiment ce cas venu, que ce soit le cerclage qui n'ait pas marché, au lieu que ce soit venu d'ailleurs. Ce serait compliqué l'hypothèse de quelqu'un venu d'ailleurs, parce qu'en fait, il s'agit d'un étudiant de l'école des soins de santé communautaire, donc qui vit là-bas. Donc aujourd'hui, on doit sérieusement se poser la question de est-ce que le cerclage a marché? Et je crois qu'avec ce cas, c'est non. Il faut étendre le cerclage. Attention, je pense qu'il faut relativiser. Si vous dites tout. Non, avec ce cas, voilà. C'est ce que je suis en train de dire. C'est une épidémie et sa gestion, on sait que c'est une épidémie. Sa gestion n'est pas chose facile. Aujourd'hui, on peut se targuer pour dire bon, on commence à avoir l'expérience parce que maintenant on a des experts sur place dans le cas du séquençage et tout. Maintenant, du point de vue cerclage, c'est vrai qu'il y avait une ceinture autour de Goéké, mais on vous parle là d'une localité qui n'a rien à voir avec Goéké. Donc je pense que maintenant c'est ce que je suis en train de dire, qui a 7 km de Goéké. Moi je pense qu'aujourd'hui peut-être qu'on aurait pu aller très vite avec l'immunité collective, c'est-à-dire avec ces vaccinations qui avaient été lancées pour pouvoir un peu juguler les choses. Maintenant qu'il y a un cas, la question fondamentale qu'il faut se poser aujourd'hui, il était en contact avec qui et comment ces personnes-là, parce que quand même il y a un comité qui est mis en place dans la ville de Zérekoré qui est occupé disons de traquer un peu dans un rayon aussi étendu, voir quels sont les gens qui se déplacent, qui rentrent et qui sortent, et les autorités, également les hommes en uniforme aussi sont mises à contribution dans le même cadre. Si Diba m'avait bien suivi, la guérison, Alphonse, la guérison le dernier guéri, la sortie du dernier guéri de l'hôpital, c'était le 4 mars, si je me souviens. Du 4 mars à maintenant, ça va faire pratiquement un mois. Oui. Parce qu'aujourd'hui nous sommes quand même en avril, ça fait bientôt un mois, plus de 30 jours que le décompte pouvait bien aboutir à quelque chose. Ce qu'il faut préciser, c'est que l'OMS a quand même déclaré ou a lancé le compte à rebours à partir du 24 mars. Oui, cette sortie de l'OMS, c'était le 24 mars. Maintenant, est-ce que c'est à partir du 24 mars que le compte à rebours... Non, c'est à partir du 24 mars qu'on commence à compter. Les 42 jours commencent à partir du 24 mars. On parle du dernier cas guéri sorti de l'hôpital du côté guinéen. C'était le 4 mars. Du 4 mars, aujourd'hui nous sommes en avril, ça fait bientôt un mois. Donc la question qu'il faut se poser, c'est le cerclage, la limite c'était où? Et Diba, parlant de cette initiative d'immunité collective, il y a quand même eu une campagne de vaccination dans la zone. Est-ce que ça s'est étendu à cette sous-préfecture de Souluta qui est à 7 km de Goéké? C'est la question. Donc c'est la question que je suis en train ce matin par rapport à ça. Quand je dis que le cerclage n'a pas marché avec la résurgence de ce cas, c'est dans ce cadre-là. Il fallait bien, parce que c'est les agents de santé quand même qui doivent être les premiers vaccinés. Donc aujourd'hui, ils ont même été les premiers. Ils faisaient partie des premiers cas vaccinés. 3000 personnes qui ont reçu le vaccin. La question qu'il faille se poser, c'est d'où vient ce cas et les contacts, parce que s'il y a eu ce cas, ce jeune se trouve dans la localité. Oui, mais ces contacts, aujourd'hui, quand on parle de... Vous savez, en Guinée forestière, les gens ont cette mobilité facile. Même quand c'était encerclé, il y avait du mal à contenir les gens.
Donc, quand il y a ce cas, la question qu'il faut se poser, c'est qui a été en contact avec lui et comment faire pour récupérer le plus vite que possible toutes ces personnes qui ont été en contact avec lui. Et ça, il faut le faire immédiatement. Parce que c'est vrai, le compte à rebours revient à 0, mais il faut éviter que des cas augmentent ou des cas grimpent. Donc aujourd'hui, le message, c'est à l'endroit des citoyens de la localité. Il ne faut pas paniquer. On a l'expérience de la gestion d'Ebola. Ce qui a fait que ces cas qui étaient à Zérekoré sont finis. Le dernier cas est sorti le 4 mars. Donc, on a géré plus facilement. Il faut que les citoyens acceptent de se rendre quand ils ressentent même ce risque-là ou quand ils savent qu'ils ont été en contact avec cette personne, qui se rendent eux-mêmes dans les structures hospitalières afin de faciliter le travail aux gens. Alphonse, c'est difficile. Non, c'est 21 jours la période d'incubation de la pandémie. Je suis d'accord, mais quand vous savez que vous avez été en contact avec la personne... Mais comment ils savent ça? Comment ils peuvent savoir ça? Ils peuvent ne pas savoir. On peut choper le virus sans se rendre compte et rester quelques jours sans s'en rendre compte. Maintenant, je suis d'accord, mais écoutez, les médias viennent de dire que c'est un jeune étudiant de ce côté. Donc, forcément, l'identité va fuiter. L'identité va fuiter dans la zone. On saura que dans la famille de tel, il y a eu tel cas. Si vous savez que vous avez été en contact avec la famille de la personne, même pas la personne directement, mais la famille de la personne, prenez le soin pour votre propre vie de vous rendre dans un centre. Ah bon, j'ai été en contact avec la famille de la personne concernée. Même si ce n'était pas la personne concernée directement, vous dites j'ai été en contact avec son frère, sa soeur ou les personnes, ses collaborateurs. Vous faites en sorte de vous sauver vous-même, mais de limiter ce risque de propagation de la maladie. Donc aujourd'hui, le message ce n'est pas à l'ANSS, mais aux citoyens de la localité. Il faut sortir de cette méfiance à l'endroit des autorités. Venez dans les centres quand vous savez que vous avez été en contact avec des proches ou des collaborateurs de la personne concernée. Ce qui veut donc dire, est-ce que la campagne de sensibilisation, est-ce que ça a véritablement marché? Mais vous savez, il y a un mal en Guinée qu'on n'a jamais soigné. C'est l'impact social des campagnes qu'on mène. On fait des campagnes, on dépense de l'argent dedans, mais on ne se pose jamais la question, est-ce que les cibles sont touchées? Est-ce que le message est perçu? Je pense que pour ce cas-ci, on est loin de ce scénario. On est loin de ce scénario parce que ce qu'il faut noter et qui est important, c'est qu'il y a un travail qui a été fait. On a quand même, parce qu'au début, lorsque il y a eu résurgence, il y avait cette crainte de savoir est-ce qu'on avait capitalisé les efforts, est-ce qu'on était fort de notre expérience de 2014 pour pouvoir rapidement finir avec cette maladie. C'est vrai que ce qui a été dénoncé... Il faut saluer les efforts qui ont été faits. Et aussi ce qui a, par exemple, moi, m'a le plus intrigué, c'est de savoir que après cette maladie, il devait y avoir la vaccination. Il n'y a pas eu de vaccination. Au contraire, les doses qu'on avait ont expiré. Comment comprendre qu'un État qui, à tout moment, peut avoir à gérer... La dernière fois, je crois, c'est dans ce studio, on avait un microbiologiste, si je ne me trompe pas, qui nous disait que c'est compliqué aujourd'hui. Par exemple, le Congo... Le Congo, ça fait, je ne sais pas, une dizaine de fois qu'ils font face à Ebola. Quand c'est fini, quelque temps après, 1 année, 2 ans, 3 ans, il y a encore de nouveaux cas. Ce qui veut dire que la Guinée aujourd'hui n'est pas totalement... On ne peut pas se comparer au Congo. Non, c'est un immense pays. Elle veut dire qu'on n'est pas à l'abri. On n'est pas à l'abri. Ce que je veux dire, c'est que le moment où on pensait avoir fini avec Ebola là-bas, c'est revenu 2 fois, 3 fois, une dizaine de fois plus que ça même. C'est qu'aujourd'hui, on a affaire à un pays où justement, il ne faut pas écarter de facto la possibilité d'avoir cette maladie. C'est pourquoi, lorsque quand même on avait les vaccins et qu'on n'ait pas procédé à la vaccination des citoyens et qu'on soit resté jusqu'à ce que les doses aient expiré, ça c'est quelque chose que je n'ai pas compris. Et évidemment, avec cette résurgence, moi je pense que c'est des erreurs par contre qu'il faut rapidement corriger parce que les vaccins Ebola sont disponibles. Il y a eu d'autres vaccins qui sont arrivés. La vaccination. Il y a déjà 3000 personnes qui sont déjà vaccinées. Oui, mais il faut aller Je suis d'accord qu'il faut continuer. Et en réalité, il faut encourager et saluer les efforts qui sont en train d'être fournis par l'ANSS et le ministère de la Santé. Cependant, c'est des cas qui peuvent... Et les partenaires. Ce qu'on est en train de signaler, Maf le disait, sur le Congo, on a connu la même chose. Les résurgences viendront. Cependant, il est important que la Guinée reste dans un système d'alerte possible pour pouvoir rapidement réagir face à des résurrections, la résurgence du genre comme ce qu'on a connu hier. Donc, il est important aujourd'hui de savoir qu'est-ce qui sera fait
par l'ANSS justement pour rapidement encercler encore une fois ces personnes contacts de ce monsieur-là qui a chopé le virus, afin rapidement encore une fois de pouvoir limiter cette propagation du virus dans la zone. Justement, à chaque une semaine, il y a ce qu'on appelle, ou chaque jour d'ailleurs, il y a ce qu'on appelle des sites-rep que l'ANSS fait avec ceux qui sont sur la place. Et si vous regardez un peu les dates, par exemple, lorsqu'on prend la stratégie vaccinale qui est mise en place, soit à Conakry ou à Zérékoré, vaccination de 55 personnes dans la commune urbaine de Zérékoré à la date du 3 mars 2021. Donc, cumul de 1544 personnes vaccinées, soit 211 contacts, 994 contacts, des contacts, et 339 contacts probables du 23 février au 3 mars 2021. Donc, soit un cumul de 476 personnes de première ligne ont été vaccinées à la date du 23 février au 3 mars 2021. Donc, les personnes en première ligne, ce sont les agents de santé. Les agents de santé. Donc, on est pratiquement aujourd'hui à 500 personnes, c'est-à-dire 3 à nos jours, on est vers 600 à 500 personnes qui ont été vaccinées. Donc, ça veut dire qu'il y a des efforts qui sont déployés sur le terrain pour aller rapidement vers cette immunité collective. Maintenant, il faut s'attendre à une résurgence parce que on a écouté l'expert ici dans ce studio qui disait que est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on essaie d'adopter du point de vue comportemental Ebola dans nos habitudes, parce que le Congo par exemple, souvent il y a un regain de cas dans le pays. Donc il faudrait quand même se préparer, se prémunir contre une résurgence de la maladie du point de vue vaccin, parce que ce qu'on avait dit, vous ne pouvez pas garder des vaccins sur des années et ne pas alerter sur leur date de péremption. Ou donc, ne même pas les utiliser. Parce que n'oubliez pas une chose, le vaccin, oui, mais la condition, disons, de conservation, c'est une autre question qu'il faut se poser. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on demande au pays, c'est d'avoir quand même une capacité logistique pour pouvoir quand même conserver ces vaccins. Est-ce que tout cela aujourd'hui est mis en place? Parce qu'il ne faut pas qu'on soit dans la gestion circonstancielle de la maladie. Après Ebola, eh bien, on n'a plus de logistique en place. Et donc, ce qui fait que souvent, on est pris de court par la pandémie. Maintenant, il y a ce cas. Moi, je pense que la politique qui est mise en place, ils peuvent continuer avec la même dynamique, mais ne pas tomber un peu dans le fatalisme. Maintenant, par rapport à la mobilisation sociale, quand même, ils ont cette expérience sur une dizaine d'années aujourd'hui. Lorsqu'il y a une épidémie ou une pandémie, il y a d'abord la mobilisation sociale qui est faite. Donc, ils font ce qu'on appelle le two-step flow. Vous passez par les sages, les élus locaux, et les élus locaux aussi qui passent soit par des artistes qui sont des leaders d'opinion dans la zone, et par les journalistes qui font religieux aussi, qui sont très écoutés, ou en tout cas les chefs, traditionnels, qui sont aussi écoutés par la population. Cette stratégie a été implémentée à Zérékoré, notamment à Gouéké. On a écouté des sages qui sont allés de maison à maison, et surtout l'association des femmes aussi, qui s'est invitée dans la danse dans le cadre de la mobilisation sociale et de la sensibilisation. Le travail a été fait, mais le travail le plus difficile dans la lutte contre une pandémie, c'est la communication, c'est la sensibilisation. Justement. Parce que vous amenez une personne qui est habituée à une posture, à renoncer à sa posture en un temps record. Ça ne se fait pas un beau matin. C'est comme si vous demandez à une sorte de gorille qui prend la branche par la main droite de prendre par la main gauche en quelques jours. Ce n'est pas facile, mais c'est un travail qu'il faut continuer à le faire parce que vous jouez sur le cognitif et le comportemental de la personne. Le travail, il est fait sur le terrain. Maintenant, il faut qu'on... Même si Guiba, il faut le rappeler, on a vu ces réticences. Il y a beaucoup de réticences. Parce des gens qui n'y croient pas. Parce que ce qui aussi a occasionné cela, c'était, disons, le foyer, la source. Parce que beaucoup disaient, est-ce que c'est toujours dans les animaux ou bien c'est l'homme qui a développé encore la maladie? Parce que si vous dites en forêt, ne consommez pas la viande de brousse, après les gens, depuis des siècles, on le consomme sans problème. On le consomme, donc je pense que c'est des communications qu'il fallait revoir, d'où un peu l'expertise un peu des locaux sur le terrain pour nous situer cette fois-ci sur l'origine de cette résurgence, parce qu'on a dit, est-ce que c'est pas une personne qui avait déjà attrapé la maladie, qu'il avait développé et qui est arrivé quand même à trouver la santé et qui aurait développé de nouveau la maladie. Donc il y a cette approche qui est sur la table, mais une fois encore, je pense qu'on a l'expérience. Il faudrait quand même qu'on joue un peu sur la communication pour ne pas amener les citoyens à se dire dans la zone, attention, c'est une fatalité, quel que soit ce qu'on va faire, cette maladie, elle est toujours encore là. Bien, on aurait quand même aimé avoir le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, mais malheureusement, il a déjà entamé une réunion et certainement, on va essayer au cours de la journée pour savoir ce qui est fait, justement, pour prendre des dispositions du côté de Zérékoré. En attendant, les grandes gueules continuent sur Radio Espace Guinée. L'idée des grandes
grande gueule n'est pas d'être un petit village, dans sa fierté, face à tous les autres journalistes qui auraient renoncé. Ce que, de plus, nous ne croyons pas. Notre idée est plutôt de faire école, d'aider tout le monde et de constituer un laboratoire utile à tout le monde. Ici commence l'actualité de la Guinée. Bienvenue chez les GG. Merci de nous regarder à la télévision un peu partout dans le monde, à l'international. Vous nous regardez, merci de votre fidélité. Vous nous écoutez à Farana sur Bamboo FM. Merci à tous ceux qui nous écoutent à Mamou, la ville Carrefour sur Fraternité FM. Nous continuons donc cette émission avec vous, Alphonse Mara. Le département d'État américain dresse un rapport accablant sur la Guinée. Oui, effectivement, le département d'État américain a dressé un rapport qui a été publié le 30 mars 2021 qui fait état de la situation de la Guinée. Mais le rapport contient plusieurs aspects. Les conditions carcérales, la situation des hommes de médias, les manifestations, les cas de déguerpissement. Mais si on peut appeler ça une vue sur ce que vit la Guinée actuellement. Moi, je me suis concentré sur ce qui est des conditions de détention. Dans ce rapport, il est évoqué les conditions difficiles de détention, la qualité d'hygiène et surtout la malnutrition au sein de nos institutions carcérales. Qu'est-ce qui s'y passe selon le rapport? En Guinée, il y a une ONG dont le rapport a fait référence dans le rapport dressé par le secrétaire. Il y a beaucoup d'organisations d'ailleurs, notamment le GDH et d'autres organisations qui ont servi de référence dans la rédaction de ce rapport, qui évoque qu'en Guinée, les prisons étaient construites pour 3782 personnes. Les places réservées étaient 3700. Les places dont on parle, bien entendu. Les places dont on parle plutôt sont de 2412 de places disponibles dans nos prisons. Mais on se retrouve avec plus de 3782 personnes en prison. Plus de 1000 personnes sur le nombre devant contenir nos cellules. Ce qui fait que on se retrouve dans des cellules où les gens ne peuvent même plus se mouvoir. Ça crée la surpopulation carcérale. Il y a une surpopulation carcérale. Et l'autre facteur, c'est quoi? C'est ce marchandage de cellules qu'ils dénoncent. Parce que certains prisonniers paient de l'argent pour avoir de meilleures conditions de séjour dans leurs cellules que d'autres. C'est-à-dire, vous avez des cellules confortables, des cellules VIP. Où, quand vous payez, vous avez la possibilité de quitter ces cellules où vous êtes étouffé pour aller dans une cellule VIP. Et l'autre facteur, c'est quoi? C'est l'hygiène. On a parlé, ils évoquent les toilettes qui sont souvent remplies ou des toilettes qui ne sont pas vidées, ce qui fait que les détenus qui utilisent des toilettes dans les cellules où ils sont vivent avec, comment on va dire, leurs propres déchets. Et c'est ce cas, il a été avéré quand l'archevêque de Kankan, je crois, tout à fait, qui est décédé, paix à son âme, a pris l'initiative lui-même d'aller vider la fosse septique de la prison de Kankan, afin de pouvoir soulager les prisonniers qui se retrouvaient avec des gales, plusieurs autres maladies dues au contact avec leurs propres déchets. Ils ont parlé également de cette malnutrition. Ça, ce n'est pas un fait secret. En Guinée, on sait que les conditions de nourriture dans les prisons, c'est quand les familles ont les moyens, par exemple, de vous amener à manger tout le temps. Sinon, ce qu'on vous procure dans les prisons n'est vraiment pas de qualité. Et ils ont évoqué ces cas de maladies, surtout en cette période de Covid et situation de surpopulation carcérale. On sait ce que ça produit. Ils ont parlé de ces cas. Il y a eu beaucoup de cas et ils les ont évoqués. Et les récents cas, ce sont ces détenus politiques, qui ont Ousmane Gawal et compagnie, qui ont chopé le coronavirus et qui ont été contraints en prison, sans procès d'abord, qui ont été contraints de rester dans cette situation de maladie encore en prison. L'autre facteur qu'ils évoquent qui est très important, c'est le fait qu'en Guinée, les prisonniers sont amassés sans tri. Vous êtes condamné, vous êtes en attente de votre procès, vous êtes en détention provisoire, on vous met avec tout le monde. Il n'y a pas de cellule qui détermine, par exemple, ça c'est le bloc des personnes en attente de procès, ça c'est le bloc des personnes en détention provisoire, ça c'est le bloc des condamnés. Les grands criminels. On met les grands criminels même avec des voleurs de poulet. Ce qui fait que vous pouvez vous retrouver dans des cellules de personnes déjà condamnées pendant que vous êtes en détention provisoire ou en détention illégale. Ils ont dénoncé le fait que les prisonniers ne soient pas triés sur le volet. Et il est super important de pouvoir séparer quand même des cas de petites condamnations mensuelles
au cas de condamné à perpétuité. Parce que mettre en contact un prisonnier qui est condamné à perpétuité pour des crimes et quelqu'un qui est condamné pour un délit, ce n'est pas la même chose. Et ils ont dans ce même rapport rajouté un aspect très important qui est revenu ou qui a été révélé avec ces cas de coronavirus. C'est quand même la disponibilité des médecins dans les centres de détention. Sur 31 centres de détention, il n'y a que 2 centres qui ont des médecins permanents. Ce qui fait que les prisonniers, quand ils tombent malades, ils sont livrés à eux-mêmes. C'est soit les familles qui rapportent des médicaments, ou soit ceux qui ont la chance d'avoir quelques moyens ici sur eux. Ici à Coronti, il y a une infirmerie, je crois. Oui, ils ont évoqué. Mais quand c'est compliqué, on évacue. Qui est sous-équipé. Les grandes gueules. Donc on parle de 2 prisons sur 31 prisons qui disposent de médecins permanents, dans le cas de Coronti. Donc, quand vous êtes malade en prison, c'est soit la famille qui vous apporte des médicaments ou quand vous avez l'aide des ONG et autres partenaires qui interviennent dans la facilitation des séjours en prison. Le pire ou l'aspect négatif, l'aspect le plus négatif, parce que ça, ce n'est pas positif, l'aspect le plus négatif, c'est le refus d'accès aux prisons militaires que plusieurs ONG ont connu en Guinée. Les ONG qui ont contribué à enrichir le rapport du secrétariat d'État, du département d'État, ont révélé qu'ils n'ont pas eu accès aux prisons militaires. Ça, c'est les prisons civiles où sont détenus des militaires et certains civils. C'est le cas de Soronconi, par exemple. Merci. Ils ont parlé de détention de militaires, mais aussi de certains civils qui ont été mis en prison dans des prisons réservées aux militaires. Ils ont évoqué la prison de Kassa qui continue de fonctionner et la prison de Kankan, Soronconi. Ces prisons, ils n'ont pas pu avoir accès parce qu'on dit que c'est réservé aux militaires, mais il y a plusieurs civils qui ont remonté les informations selon lesquelles ils ont fait des séjours dans ces prisons. Et aujourd'hui, il est impossible pour eux de déterminer les conditions carcérales dans ces prisons auxquelles ils n'ont pas eu accès. D'où le doute qui est jeté sur, quand on connaît les réalités des prisons civiles, que pourrait être la réalité des prisons militaires. Donc aujourd'hui, ce rapport dresse ce qu'est réellement la réalité dans nos prisons. Et ce qui m'a surpris hier, c'est qu'à la suite, le rapport est tombé le 30. Hier, avec le Conseil des ministres. On n'en a pas parlé. Donc la question que je me pose, le gouvernement va réagir quand à ce rapport? Ou bien va-t-il réagir? C'est la question qu'il... Non, ils sont obligés. Ils vont réagir. Ils sont obligés. Ils vont réagir. Mais normalement, le mieux indiqué aurait été en Conseil des ministres. Mais Madame Hiro, quand ils doivent réagir face à des situations comme ça, il n'est pas question de sortir de documents pour venir contrer tout ce qui a été dénoncé. Et ce rapport le dénonce d'ailleurs. C'est plutôt poser des actes qui vont dans le sens de pouvoir solutionner ces situations-là. Par exemple, faire de sorte que les personnes qui sont condamnées, qui sont détenues et qui ne sont pas jugées, puissent être jugées, qu'on puisse remettre les gens dans leurs droits. Pour moi, c'est la meilleure réponse possible que doit donner le gouvernement. On va toucher à d'autres pans du rapport Mafoudia Bangoura. On parle notamment de l'utilisation de la loi sur la cybersécurité pour condamner des journalistes. Oui, déjà pour commencer, petite précision sur la réaction. Quand on connaît le gouvernement guinéen qui, lorsqu'il y a les ONG ou autres, Amnesty ou Human Rights Watch, quand il y a des rapports, on a un gouvernement quand même qui les refute. Mais on va voir quelle sera la réaction par rapport à ce rapport du département d'État américain. Alors oui, ce rapport s'est aussi intéressé à la liberté d'expression ou à l'exercice du métier de journalisme en Guinée. Des cas sont cités, comme le cas du journaliste français qui, en pleine couverture d'une manifestation, a été interpellé, conduit à la HAC et puis qui a été renvoyé de la Guinée pour immixtion. Il y a aussi le cas du journaliste Habib Marouane Kamara qui est cité, qui a eu plusieurs fois des difficultés, enfin des problèmes, accusés de diffamation et autres. On parle aussi de ces patrons de presse qui, à un moment donné, ont été convoqués pour dire pourquoi diffuser les spots, par exemple, du FNDC. Des patrons de presse qui ont été contraints de livrer même l'identité des gens qui avaient... déposé. Et puis voilà, on cite aussi, entre autres, l'interdiction de diffuser justement les spots et puis ces patrons qui ont été convoqués. Donc ils sont revenus sur plusieurs questions comme ça. Tu l'évoquais tout à l'heure, il y a quand même ces problèmes ou bien ces journalistes qui ont rencontré des problèmes mais qui ont été jugés sur la base de la loi sur la cybersécurité, alors que quand même, je crois, il y a plusieurs moments déjà, on en parle en ce qui concerne le cas du doyen Amadou Diallo qui est aujourd'hui en prison. Ça fait maintenant plus d'un mois. C'est un journaliste, normalement, même si on doit le
le juger, mais se basant sur la loi sur la liberté de la presse, il ne devrait pas aujourd'hui se retrouver en prison. Ce qui n'est malheureusement pas le cas. Eh bien, ce rapport parle de ces situations. Donc, quand on parle de sécurité, il y a par exemple cet exemple qui est cité. Le rapport dit clairement que les autorités ont utilisé la loi pour punir les journalistes et les cadres des médias critiques à l'égard du gouvernement. Un exemple, en octobre 2019, dit le rapport, les autorités ont arrêté pendant plusieurs heures 2 journalistes d'Al Jazeera, Nicolas Arc, et chef de bureau d'Al Jazeera à Dakar, au Sénégal, et son caméraman, les accusant d'espionnage, de mise en danger de la sécurité de l'État et de production de reportages ethnocentriques. Et à leur libération, la police les a forcés à quitter le pays. Donc c'est entre autres des choses que le rapport dénonce. Et quand on prend même les journalistes, je pense on se rappelle même du cas de Lansana Camara. Il a fallu une mobilisation d'Aboubacar Camara pour appeler le gouvernement pas le gouvernement, la justice à se référer aux lois qui sied à chaque cas. Donc, quand il s'agit des journalistes, ou pas que des journalistes, mais quand il y a délit par voie de presse, qui que ça soit, qu'on puisse respecter cette loi sur la liberté de la presse. Mais à un moment donné, pour beaucoup de journalistes, c'était fait exprès, parce qu'il y avait eu, je crois, une révision autour de cette loi. La L02 Non, pas la L02, je crois sur la cybersécurité à l'Assemblée. Et on y a inclus des éléments qui sont à un moment donné passés inaperçus. On n'a pas prêté attention, mais après, ça a exposé beaucoup de journalistes, parce que vous allez devant la justice aujourd'hui, il y a beaucoup d'éléments qui ressortent. Est-ce que tout ceci est fait à dessein? Toujours est-il que ce rapport d'amnistie du département d'État n'est pas le premier à pointer du doigt cette manière de faire de la justice guinéenne en ce qui concerne la liberté d'expression et l'exercice du journalisme en Guinée. Alors, Caps, on parle également des nombreux abus commis par les membres des forces de sécurité sur le terrain. Oui, effectivement, parce que dans ce rapport de 10 pages publié par le département d'État américain, qui fait suite qui ressort quelque part les conséquences du double scrutin du référendum et puis de la présidentielle, qui ressort un petit peu les conséquences. Et quand on doit parler de l'organisation de ce double scrutin-là, qui était forcément émaillé de violence, et ces violences-là qu'on a connues avant même les élections, parce qu'avec le FNDC, les mouvements sociaux qu'on a connus, mais suite également à ces mouvements-là, le jour des élections, de ce scrutin qui était entaillé de beaucoup de violence, on a également connu des post-violences aussi suite à cela. Et ce qui fait quelque part qu'on a une certaine dénonciation que ressort d'ailleurs ce rapport vis-à-vis des forces de sécurité, des policiers qui sont quelque part coordonnés ou coiffés par le ministère de la Sécurité, la gendarmerie par le ministère de la Défense, et etc., etc. Donc on a vu à un moment donné ces forces de l'ordre qui sur le terrain se permettent de rentrer même dans les foyers des gens, même dans les familles des gens, pour trouver des pauvres femmes qui sont là, qui cherchent à comment nourrir leur famille, à pouvoir détruire ces choses-là. Moi, je pense qu'en réalité, à un moment donné, quand des rapports comme ça sortent, on a souvent l'habitude de voir le ministère de la Sécurité qui s'empresse pour sortir, pour dénoncer ou pour contrecarrer un petit peu ce qui se passe. Pour moi, quand des choses comme ça arrivent, l'idéal à faire, c'est qu'il y a de bonnes guerres quand même. Oui, non, mais quand on doit dénoncer, Mafoudia, c'est qu'il faut dénoncer sur des bonnes bases. C'est un des faits, par exemple, au lieu de se mettre devant pour dire tout ce que vous dénoncez comme rapport, vous prenez une partie de la vérité et vous laissez l'autre partie de la vérité. C'est bien beau, mais qu'on nous dise cette première partie, parce qu'on n'accuse pas les forces de l'ordre. Si les forces de l'ordre sont là pour maintenir la stabilité. Même s'il faut reconnaître qu'il y a des agents aussi des forces de l'ordre qui ont perdu la vie, notamment quand avec ce train. Et c'est d'ailleurs ce que le gouvernement reproche, parce qu'en réalité, ils disent que c'est ces rapports qui sont souvent... aux civils qui ont été tués... Mais peut-être que c'est ce qui, par moment, jette le doute sur l'objectivité des rapports lorsque... De certains rapports, lorsqu'on s'appesantit, on peut bien comprendre que quand il y a les forces de l'ordre d'une part et les citoyens de l'autre part, c'est vrai qu'on a plus tendance à craindre pour les citoyens parce qu'ils n'ont pas d'armes, contrairement aux agents. Mais en même temps, vu les violences qui se passent dans le pays, des agents qui ont été
tués, assassinés. Donc je pense que quel que soit le travail, il va falloir inclure, peut-être que ça peut être un élément qui puisse davantage attirer l'attention, permettre le regard, parce que pour le moment, il ne faut pas se le cacher, pour le président de la République, c'est comme si toutes ces ONG étaient simplement contre la Guinée. C'est pourquoi travailler pour l'opposition. Donc c'est peut-être ce travail aussi qu'il faut faire dans le rapport, parce qu'il n'y a pas aujourd'hui qu'un camp. Et Mafoudi, en fait, ce que moi j'ai envie de relever, l'objectif des forces de l'ordre pour maintenir l'ordre public, c'est justement, si ce n'est pas eux qui font ces troubles, c'est pas eux qui sont là à attaquer cette population-là, mais ceux qui le font, qui les arrêtent. Mais ce qui est dénoncé le plus souvent, c'est la façon de procéder des forces de l'ordre qui sont beaucoup plus dénoncées. Parce qu'en réalité, on voit même les arrestations que font ces forces de l'ordre, la façon dont ils débarquent chez les gens en ne respectant pas la loi, la façon de prendre... C'est de l'abus de pouvoir dans l'exercice de leur fonction. C'est de l'abus de pouvoir et une force excessive, en fait, qu'exercent ces forces de l'ordre sur la population. Pendant que cette population, elle est là en temps... Ces forces de l'ordre sont là en temps normal pour cette population-là. Mais encore une fois, il faut également rappeler, il faut signaler le fait que c'est là où le ministère doit beaucoup investir dans la formation en termes de sensibilisation, en termes d'éducation de ces forces de l'ordre pour qu'ils puissent savoir comment pouvoir se comporter dans des situations comme ça. Mais ces formations sont insuffisantes ou ces formations n'ont pas porté fruit parce que c'est pourquoi on les forme et continue encore à faire la même chose et on a tendance à croire que ça va de mal en pire. L'autre élément qu'il faut ressortir, c'est également interpeller ces forces de l'opposition, ces forces des fois qui mettent des populations dehors pour aller manifester, que ces gens aussi prennent la responsabilité de former, de sensibiliser. Parce qu'encore une fois, le rôle premier ou la mission première d'un mouvement politique, c'est l'éducation civique et politique de la population à la base, ce à quoi ils faillissent. Et donc, pour conséquence, on voit que les forces de l'ordre et la population ne s'entendent pas. Pendant qu'en réalité, ce ne sont pas des ennemis, ils doivent collaborer ensemble pour aller justement vers le maintien de l'ordre dans la cité. De l'équilibre social. Alors, Djiba Milimono, on parle également de ces déguerpis, de ces populations qui ont été contraintes de quitter leur domicile, leurs habitations, qui ont été détruites. Oui, tout à fait. Il y a quand même l'opération de déguerpissement en masse qui est lancée tout au long, en tout cas, des emprises, les voiries et tout. Donc, une opération quand même qui a suscité beaucoup d'indignation, que ce soit au sein de l'opinion publique, mais aussi des interrogations sur le plan international. C'est vrai, le discours qui a été développé en amont, c'était quand même d'aller vers ce principe de gouverner autrement. Donc, ce qui veut dire qu'il faut revoir un peu le plan cadastral de la ville de Conakry parce que les citoyens sont en avance sur l'État. Maintenant, l'opération qui est lancée, quand même, c'est une question aussi de droits humains parce qu'aujourd'hui, ce sont des citoyens soit qui disposent des papiers légaux, qui sont déguerpis, au détriment de d'autres qui, quand même, seraient en connivence ou proches du pouvoir en place. Donc, le rapport a attiré l'attention du gouvernement guinéen sur cette question. C'est vrai, il y a le principe d'utilité publique. Vous pouvez déguerpir des citoyens, mais il faudrait qu'il y ait quand même des mesures de compensation ou quand même qu'on puisse quand même poser la question comment on va relocaliser ces citoyens. Ce qui n'est pas fait aujourd'hui. Hier, le président de la République quand même dénonçait un peu la lenteur par rapport à la mise en place de cette commission qui aura la mission de faire un recensement des personnes qui disposeraient des papiers légaux pour pouvoir les brandir et voir dans quelles possibilités il faille quand même les désindemniser. Ça, c'est un point. Maintenant, l'autre aspect, c'est la crainte d'un effet boomerang parce que il y a la situation de Caporail qui est citée, qui revient souvent au devant de la scène. On sait qu'il y a des citoyens qui sont arrivés avant que le décret ne soit pris vers 89 pour faire de cette zone une zone spéciale appartenant à l'État guinéen. Les citoyens qui sont venus avant 89 disposaient des papiers. Qu'est-ce qui est fait aujourd'hui pour ces citoyens? Parce que si on lance dans une série, disons, d'indemnisation des citoyens qui sont victimes de cette récente démolition, justement démolition, mais aussi de déguerpissement, et que les autres, qu'on ne puisse pas trouver une solution à cette question, il y a une crainte de 2 poids 2 mesures qui risque d'être indexée par les partenaires au développement. Donc, ils ont attiré l'attention sur cette question. Maintenant, globalement, l'impact d'un tel rapport, c'est quand même amener l'État guinéen un peu à redorer son image. Parce que, regardez aujourd'hui sur le plan international, que ce soit aujourd'hui le Rwanda ou d'autres personnes, même la Chine, ils travaillent sur leur image. Aujourd'hui, c'est le soft power. Vous vous battez pour votre capacité non seulement à influencer les autres, mais aussi sur le principe des respects des droits humains pour polariser et attirer les bailleurs de fonds, les investisseurs. Donc, il faut que l'État guinéen, ce rapport quand même, il est accablant.
et que c'est un travail de fond qui a été fait. Il y a eu d'autres rapports qui ont justement, mais si vous l'État rejette carrément oui, ils sont dans un rejet systématique aujourd'hui. Et cela est dénoncé d'ailleurs dans cet autre rapport. On dit que le plus souvent, quand il y a des cas de crimes qui sont dénoncés, l'État rejette sans ouvrir des enquêtes. Des enquêtes. Ils sont aujourd'hui dans un rejet systématique un peu de ces rapports, mais sauf que ça ne profite pas au pays. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de parler d'une crise économique. Et pour inverser la tendance, il faut que le pays soit fréquentable. Dans un pays où on parle de détention, on parle de surpopulation au niveau carcéral, on parle de violation des principes des droits humains, il faudrait que l'État lui-même cherche un peu à redorer son image et à travailler son image de marque sur le plan international. Cela passe par des procès, cela passe par la lutte contre l'impunité. Parce que tout ce que nous vivons aujourd'hui, la question fondamentale, c'est l'impunité. Un acte impuni entraîne la commission d'un autre acte. N'oubliez pas que ce qu'on reproche à l'État aussi, c'est que s'il y a des manifestations politiques, s'il y a des morts, souvent il y a un principe qui est utilisé. S'il y a une boucherie, c'est qu'il y a des bouchers. Donc, il faut quand même aussi se poser des questions sur les rangs des hommes en uniforme. Est-ce qu'ils ont été inquiétés depuis qu'on a commencé quand même cette série de répression, mais aussi de jugements? Aucun homme en uniforme aujourd'hui n'est devant les barreaux, devant la juridiction. En tout cas, moi, à ma connaissance, je ne le sais pas. Donc, aujourd'hui, dans ce même rapport, il y a ce traitement de poids, de mesure. D'un côté, les citoyens qui sont regardés de haut par ceux qui tiennent l'eau du pavé, et de l'autre côté, les hommes en uniforme, normalement, qui ont cette mission régalienne de protéger les citoyens. Donc, l'un dans l'autre, il faut que l'État ait une attitude générale vis-à-vis de ses citoyens, parce qu'il y a un contrat social qui est dit, et vis-à-vis aussi des hommes en uniforme. S'il y a un cas de mort, il faudrait qu'on interpelle, parce que ces armes qu'on utilise sont marquées, on sait qui l'a utilisé et pourquoi il a sorti l'arme. Il faut que d'un côté, de l'autre, s'il faut taper sur les citoyens, mais il faut aussi que de l'autre côté, des hommes en uniforme qui répondent aussi s'il y a des cas de crimes, donc de leurs actes. Donc tout cela aujourd'hui fait que l'État guinéen doit sortir de ce rejet systématique un peu des rapports qui sont faits. Bien, une justice équitable pour tout le monde. Et vous, que pensez-vous de ces sujets dont on vient de parler? Votre regard, donc vos réactions. Nous allons nous faire le plaisir de lire vos différentes réactions dans la deuxième partie. À venir dans la deuxième partie, bien évidemment, nous recevrons cet armateur pour parler de la pêche artisanale du côté du port de Bonfils. Je m'en ferais bien un petit canari. Non mais ça va pas, on est dimanche, t'as pas mieux à faire. Oh, on est dimanche, un dimanche parfait pour m'éclater. Oh, je l'ai échappé belle moi. Ce modèle d'annonce, il n'y a que Adafo Média pour le faire. Pour toute information, contactez-nous 628 06 06 60. Adafo Média, et si vous commenciez maintenant?